associations des Juifs d'Égypte, dont l'un des directeurs est à ma gauche, M. André Cohen, le président, je crois, la secrétaire. M. Joseph Didet dans la salle, c'est le président de l'autre association qui s'appelle l'AGOE. Et ce sont deux associations qui se retrouvent parce que nous avons certainement beaucoup de choses en commun et puis des passerelles à traverser. Monsieur Alec Nakamouli a présenté 4000 ans d'histoire des Juifs en Égypte, et ceci à l'initiative de deux associations françaises regroupant des Juifs originaires d'Égypte. En voici les temps forts. Ce clip est également consacré aux échanges entre le conférencier, les responsables des associations et la salle. Il renvoie aux cassettes audio et aux copies des transparents permettant de disposer du texte de la conférence d'Alec Nakamouli. En fait, c'est, si vous voulez, très rapidement, sur environ 20 minutes, faire un parcours de l'histoire de la présence des Juifs en Égypte depuis la période biblique jusqu'à environ la fin du 19e siècle. Ensuite, me concentrer un petit peu sur le 20e siècle, le siècle dernier, qui était donc l'apogée de la présence juive au point de vue de l'affluence en Égypte, parler un petit peu des coutumes, remémorer un petit peu avec vous. Et en fait, donc, parler du déclin pratiquement inévitable, parce que comme vous le savez mieux que moi, de cette communauté qui, à son apogée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, comptait environ 70 000 juifs. Il y en a aujourd'hui moins de 100, je crois, en Égypte. Et ce que je voudrais m'attacher à voir, c'est montrer comment, en fait, ces exodes successifs sont pratiquement inévitables et inéluctables face à la convergence de deux tendances qui étaient d'un côté le nationalisme égyptien et d'un autre côté la montée du sionisme. Et c'est à l'époque qu'il y avait déjà une colonie juive très très importante, que certains chiffrent à environ 300 000 jusqu'à un demi-million. Il y a même un passage dans le Talmud qu'un cousin, toi, un Nourifar, qui m'a renvoyé, qui parle de la synagogue d'Alexandrie, et je crois que je vais vous permettre de la lire. Et les fils d'Israël établis à Alexandrie se multiplièrent et prospérèrent. Ils firent fabriquer 71 trônes en or et les placèrent dans la synagogue. Et au milieu était une estrade en bois, sur laquelle se tenait une personne spéciale, remuant un grand drapeau avec ses mains. Et quand le Hazan priait, le peuple qui était à l'autre bout de la salle ne pouvait l'entendre, et ne savait pas quand répondre Amen. Alors il regardait vers le drapeau que tenait le shamash. Et lorsqu'il voyait le drapeau se déplacer, se déployer, il savait que c'était le moment de répondre Amen. Ensuite, il y a eu l'invasion arabe en 640, la conquête par les Arabes, l'islam devient la religion officielle, imposée par armes, et il y a eu alors des mesures discriminatoires contre tous les non-musulmans, qui s'appelaient les dhimmi, que ce soit les juifs, que ce soit les chrétiens, que ce soit les grecs. Et la capitale, donc, a été déplacée du Caire au Memphis à Fostat. Et à l'époque, on comptait environ 40 000 juifs dans l'Égypte. Et c'est une période qui a connu des cycles de prospérité et de répression. D'un côté, les hauts points, en 910, le rabbin Saadi el-Fayoumi, parce qu'il était né au Fayoum, et qui a été connu comme le Gaon, donc le sage, avait complété un sidour et avait pour la première fois traduit la Torah en arabe. Par contre, en 1011, il y a eu un calife fou, qui s'appelait El-Hakim, qui a rassemblé les Juifs et les a forcés vers un lieu du Caire qui est devenu ce qu'on appelait le Hart el-Yahoud, l'équivalent, si vous voulez, du ghetto. Mais c'est intéressant de voir que c'est un phénomène qui a eu lieu environ 300 ou 400 ans avant le ghetto de Venise, qui se situe vers 1510-1515. D'un autre côté, ce qui est intéressant, c'est que c'est en fait, je crois me dire, et peut-être corrigez-moi, c'est la seule fois dans l'histoire qu'il y a eu une concentration forcée, si vous voulez, similaire au ghetto de l'Europe de l'Est, vers un quartier spécifique. Et voici là, vous avez une photo du Hart el-Yahoud, donc du quartier juif qui a été prise probablement à la fin du siècle. Ces photos d'ailleurs, je peux vous le dire, ont été scannées à partir du livre que vous avez fait, les Juifs d'Égypte. Donc là, vous avez une photo du Hart el-Yahoud où ont été concentrés en particulier la plupart des Juifs indigènes orientaux, donc les Juifs égyptiens. En plus, vous aviez une autre couche qui était les séfarades, qui représentaient la bourgeoisie aisée, les ashkénazes, qui en fait, il y avait au début une communauté ashkénaze, mais qui finalement s'est plus ou moins confondue avec la communauté séfarade. Et puis il y avait une communauté très intéressante qui était les Karaïtes.
Les Karaïtes sont une secte, disons, qui ont rejeté la loi orale, qui ont rejeté la Mishnah, le Talmud, ce qu'on peut appeler une certaine couche aristocratique, de banquiers, d'industriels, de politiciens, de propriétaires terriens, surtout une énorme majorité d'une classe moyenne, d'une bourgeoisie aisée, très très active, principalement engagée dans le commerce. Et puis d'un autre côté, je dois dire, et en fait je ne m'en rendais pas compte quand j'étais enfant de 13 ans en Égypte, il y avait un sorte de prolétariat égyptien juif qui habitait dans la Harté Daoud et qui était littéralement à la limite de la misère. Comme vous le savez, il y avait un programme très actif de charité, d'infrastructures sociales, des écoles, en particulier les écoles à Gyon, les écoles de Ménache, même une école qu'avait fondée mon grand-père au Caire. L'idée était surtout, si vous voulez, d'éduquer la population juive égyptienne, de leur apprendre le français, de leur apprendre l'anglais, de leur apprendre l'italien, afin qu'ils puissent, si vous voulez, donc trouver une situation meilleure, et peut-être même d'ailleurs, avec, je ne sais pas s'il y avait prémonition, les préparer éventuellement au cas où ils auraient dû quitter l'Égypte, à pouvoir se réinsérer dans une société européenne ou égyptienne. Parce qu'en fait, bon, il y avait des écoles juives, mais la plupart, beaucoup d'Égyptiens, de Juifs, allaient soit au lycée français, soit au Victoria College. Il y en avait même qui allaient chez les jésuites, le Saint-Marc, les filles allaient au Notre-Dame de Sion. Et d'ailleurs, tu as parlé, je crois, du lycée de l'Union juive. Le lycée de l'Union juive a été fondé par le Bnei Brit en 1925, parce que dans un des couvents, ils avaient commencé à répandre le Blood Libel. Voilà. Oui, enfin, non pas seulement l'évangile, c'était le mythe que les Juifs mangeaient le sang à Pâques, etc. Donc en fait, après ça, donc, le Bnei Brit a dit ceci doit arrêter, on retire les filles ou les enfants de ces écoles catholiques, et on a fondé donc le lycée de l'Union juive. Vous avez ici une classe du lycée de l'Union juive, et René, si tu regardes là, tu vois une photo de notre oncle Aldo Nakamouli, qui était donc professeur de mathématiques au lycée de l'Union juive, et peut-être certains d'entre vous se reconnaîtront. Et d'ailleurs, je suis beaucoup trop jeune. Bien. En plus de ça, il y avait donc toutes des œuvres de charité. Vous avez une photo de l'hôpital juif d'Alexandrie, l'hôpital israélite d'Alexandrie. Et c'est intéressant, j'ai retrouvé dans l'article de ton cousin Noé Fati, il disait qu'en 1944, le budget total de la communauté israélite était d'environ de 79 000 livres, et que 40 000 livres, donc environ la moitié, allaient uniquement vers l'hôpital. En plus de ça, il y avait les œuvres de charité que vous connaissez, les orphelinats, les asiles de vieillards, la goutte de lait. Et en fait, donc, entre novembre 56-57, environ 30 000 juifs ont été expulsés ou ont quitté. Et ceci, donc, a été finalement le début du déclin de l'Égypte. Parce qu'en fait, à partir du moment que tous les juifs étaient partis, qui constituaient la principale fibre économique du pays, bon, en fait, là, les Grecs, les Italiens, etc., ont commencé à quitter. C'est là, donc, pratiquement, il n'y a plus aujourd'hui d'Européens en Égypte. Bon, au moment de la guerre des 6 jours, il restait environ 2 000 à 3 000 juifs en Égypte, et comme je dis tout à l'heure, il y en a aujourd'hui moins de 100. Donc à Alexandrie, la communauté est 4 hommes et certaines et des femmes. Et en fait, si on regarde un petit peu les statistiques, où sont allés les juifs d'Égypte, au-delà, disons, des différentes émigrations, en Israël 20 000, Brésil 15 000, France 10 000, États-Unis, Argentine 9 000, le grand rabbin d'Alexandrie, Angel, a été d'ailleurs rabbin à Buenos Aires après avoir été rencontré d'Égypte, Angleterre, et puis ensuite Italie, Suisse, Canada, etc. Voilà, je pense maintenant, si vous voulez, la photo de la synagogue d'Alexandrie telle qu'elle est aujourd'hui. Bon, je vous ai dit que, et voilà l'intérieur. Ça, c'est la Haïkal telle qu'elle était il y a environ 1 an. Je dois dire que, si vous voulez, je vous ai dit qu'après, quand on revient 40 ans après, tout paraît plus petit, plus moche, plus sale. C'est-à-dire que la synagogue d'Alexandrie reste la plus belle synagogue que j'ai vue, au point de vue architecture, au point de vue luminosité, au point de vue éclairage. C'est un spectacle, je crois, c'est un édifice dont nous ne connaissons pas. Donc voilà la synagogue aujourd'hui. Ça, c'est le cimetière d'Alexandrie, c'est le Chakbi numéro 3. Ou probablement, je crois qu'il a été construit en 1910, donc la plupart, si on regarde notre génération ici, de nos parents, de nos grands-parents, c'est là qu'ils sont. Bon, comme vous le voyez, il est en relativement bon état.
Les tombes sont en relativement bon état, très peu ont été cassées, certaines les lettres sont tombées. Bon, la seule chose qu'on pourrait dire, c'est que le jardin est très embroussaillé et tout. Et en fait, nous, pardon ? Il a été dégagé. Depuis. Donc, oui, ça c'est depuis il y a environ un an. Donc voilà. Donc ça c'est le cimetière d'Alexandrie. Donc au contraire, malheureusement, du cimetière du Caire. Le cimetière de Bassatine, les tombes malheureusement ne sont plus là parce que les Égyptiens ont pris les pierres tombales comme matériau de construction. Donc ils n'ont pas été, si on pourrait dire, désécrer les tombes au point de vue d'excaver comme il y a eu certains excès, mais ils ont retiré beaucoup des pierres. On a essayé de retrouver la tombe de mon grand-père maternel. Et en fait, les pierres tombales n'existent plus, ils les ont prises comme matériaux de construction. Finalement, qu'est-ce qui reste, si vous voulez, de ceci? Comme vous voyez, la synagogue et tout. Je crois que ce qui reste surtout, c'est un sentiment de solidarité très fort parmi tous les Juifs d'Égypte. Témoins ici, 250 personnes pour épauler un illustre inconnu. Il sourit qu'il y a un truc d'Égypte. Je me souviens toujours d'ailleurs j'avais été à Bruxelles. Jacques Assoun était venu nous faire un exposé à Bruxelles, à un auditoire similaire à celui de l'Université de Bruxelles. Et alors, il a donné son exposé, et ensuite, évidemment, la salle était pleine des Égyptiens, larmoyés, des larmes de nostalgie, que c'était beau, etc. Et il y a un juif polonais qui s'est levé avec un accent polonais à couper au couteau, et qui dit « Je ne comprends pas. Chaque fois que je vais à des conférences sur les Juifs d'Égypte, tout le monde est là, tout le monde pleure. Qu'est-ce que c'était beau, qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce qu'on voudrait retourner. Moi, je suis juif polonais, je suis né en Pologne, et c'est un endroit où je ne veux jamais retourner. Bien. Finalement, je crois que je vais conclure. Peut-être l'image que je considère la plus triste. C'est ceci. Quand vous allez maintenant à la synagogue Alexandrie, tous les noms restent, les plaques restent. Vous avez des rangées de sièges vides. En 20 ans, il n'y aura plus de juifs du tout en Égypte. Après, peut-être ça c'est quelque chose qu'on peut débattre après, c'est que faire de ces monuments, que faire, oui, sauf les cimetières et les mémoires. Voilà, je vous remercie. Du Megama. Et à ce moment-là, je me trouvais dans son bureau parce qu'il m'avait convoqué pour m'informer que j'allais être expulsé. Et il m'a dit, Roland, Esma, j'ai ton dossier sur mon bureau, j'ai beau le mettre sous la pile, mais la pile diminue, il faut que tu commences à te préparer à partir. Et pendant que j'étais là-bas, il y a une brave femme qui arrive de Harp el Laoud dont vous avez parlé, et qui s'accroupit en tailleur dans le bureau de l'officier, et l'officier lui dit, là, je te safri. Il dit, أنا سافر فين يا ابني؟ où voulez-vous que j'aille? Il dit, لازم تسافري. يعني نروح اسكندرية كويس. C'est pour me montrer la naïveté et l'attachement de certaines personnes à l'Égypte. En 99, on était bien reçus. À partir de 2000, l'année dernière, la situation a changé complètement. Le chauffeur du taxi, il vous sourit, merci, ils encaissent, et il ne veut pas encaisser. C'est pas le peuple. Le peuple se propose en trois. Les âgés, mais le jeune, il ne veut plus entendre parler des juifs. Nous n'en parlons plus. Les Hitler, les Hitler, derrière, il y a le Nil. J'ai abordé une vingtaine d'étudiants. Je les accroche, je parle avec eux. Une haine terrible contre les juifs. Et moi-même, au retour, on m'a retenu, c'est la première fois, cette année je passais à cause de ça, ils m'ont retenu pendant une demi-heure à la sortie. Parce que je venais d'Israël, je retournais d'Israël. Merci, monsieur. Ce qui est frappant, c'est l'antisémitisme qu'il y a dans les élites égyptiennes. C'est-à-dire que, bon, le peuple, c'est très difficile comme ça à discerner, il peut y avoir comme ça une insulte qui sort de la gauche, mais c'est l'antisémitisme chez les élites et en particulier dans les médias. Il y a fondamentalement quelque chose de très fort, et y compris dans des journaux. Bon, alors, Al-Ahram qui est un peu moins que lui, mais enfin, je peux vous donner l'exemple, par exemple, de mes cousines ont voulu pour Sherata passer un faire-part tout à fait banal et classique.
et elles ont utilisé une phrase de mon oncle qui était communiste, comme vous le savez, qui était qui a beaucoup soutenu les mouvements de libération nationaux, etc., etc. Et donc qui avait sorti une phrase du genre « quand les juifs sont opprimés, je suis juif, quand les noirs sont opprimés, je suis noir », etc., etc. Et donc elles ont voulu mettre ça en exergue de l'annonce de ce décès dans Al-Ahram. Dans un premier temps, on leur a refusé en leur disant « il faut mettre un verset du Coran ». Voilà. Donc si vous voulez, quand on se pose la question, si vous voulez, de comment cette mémoire va pouvoir être perpétuée à l'intérieur de l'Égypte, comment ces synagogues vont pouvoir être conservées, etc. Il y a une vraie question qui se pose de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Égypte de ce point de vue-là. Un pays qui a signé un traité de paix avec Israël, c'est pas la Syrie, c'est un pays qui a signé un traité de paix. Et cette espèce d'antisémitisme très présent dans les journaux, y compris avec des gens dans certains journaux, je ne parle pas d'Al-Ahram parce que ça c'est le journal quasiment officiel, mais d'autres journaux où on se permet de regretter qu'Hitler ait mal fait son boulot. Ça, il n'y a pas très longtemps, ça a été écrit il n'y a pas très longtemps, etc. Donc, si vous voulez, à la fois c'est intérêt, c'est-à-dire il y a cette espèce on est tourné vers cette Égypte, mais moi, je veux dire, comme expérience de jeune juif d'Égypte, j'ai quitté, j'avais 9 ans, quand j'y retourne, eh ben, j'ai quand même l'impression d'être quand même aussi, à la fois dans un pays qui résonne de cette musique comme ça, qui était celle de mon enfance, et qui était agréable, et que je retrouve d'une certaine manière dans la rue, mais il y a aussi cette Égypte qui est pour moi un pays hostile, purement et simplement. Ce sont ces pierres qui doivent rester, qui vont les financer, qui vont les entretenir. Écoute, Victor, ta question est pertinente. Il y a quelqu'un qui veut répondre, mais c'est un grave problème, bien sûr. Alors, Albert va déjà te répondre. Le problème de la synagogue d'Alexandrie est très particulier. La communauté d'Alexandrie est très riche. Elle est très riche. Et les gens sont assis sur leurs trésors, ils ne veulent pas qu'on s'en approche. Non seulement ceci, parmi leurs richesses, il y a aussi leurs archives. Là aussi, ils ne veulent pas qu'on s'en approche. Ces archives gagneraient à être sorties d'Égypte, ou alors que quelqu'un vienne les mettre en ordre. Mais M. Sanois des États-Unis est allé au mois de juin là-bas pour essayer de les voir, mais tantôt Balassiano a des archives mais n'a pas le droit de les montrer, tantôt Mme Matatia elle a ordre de les cacher, tantôt M. Haddad il ne veut voir personne. C'est un plan qui est non pas clos sur lui-même, clos chacun sur soi-même. Et c'est très difficile, ils ont l'impression que les gens ont des vues sur leur trésor de guerre, or ils ne sont pas éternels, et il y a quelque chose à faire. Ce qui est malheureux, c'est que Sanois nous a fait part ici à l'association de la SPCJE, une dame américaine est allée, après avoir pris rendez-vous depuis les États-Unis avec Mme Matatia pour rencontrer Victor Haddad, et puis ils n'ont jamais voulu la recevoir, il a fallu qu'elle intervienne pour qu'on puisse lui ouvrir la synagogue. Donc si on veut faire quelque chose pour eux, il faudra le faire contre eux. Or c'est impossible. Voilà le gros problème. On m'a dit que celle du Caire a été classée par le gouvernement égyptien. C'est classé, mais la Torah qu'on a commencé à prendre par petits morceaux d'Alexandrie a été bloquée comme monument culturel, patrimoine culturel égyptien. Je veux dire un mot, je crois que toutes les synagogues, enfin que la plupart des synagogues ont été classées comme monument culturel égyptien, c'est-à-dire la synagogue de la rue Ali du Caire, la synagogue El Fostat, la synagogue Ben Ezra, la synagogue d'Alexandrie, la synagogue Ménache. Malheureusement, les autres, je crois, sont voués à disparaître ou à être... Mais en fait, tu parlais du fait, je crois, que la communauté d'Alexandrie est riche. Quand j'ai demandé comment vous faites pour entretenir la synagogue, en fait, vous vous souvenez, il y avait tous les autres temples, Green, Glimenopoulos, Chatbi, etc., beaucoup qui étaient des temples privés, des familles de Ménache, Charbit, etc. Et en fait, ce qu'ils m'ont fait comprendre, c'est qu'ils ont vendu pour l'immobilier, si vous voulez, les petites synagogues. Avec ça, ils se sont constitués un capital qui leur permet d'entretenir la Eliaou à la ville, la synagogue principale, et un patrimoine. Et je crois qu'on ne peut pas leur donner tort à partir du moment qu'il n'y a pas plus de 20 juifs, pourquoi garder 5 ou 7 synagogues. Et également, vous vous souvenez, derrière la synagogue d'Alexandrie, il y avait tous les bureaux de la communauté, les écoles et tout.
qu'ils louent aujourd'hui comme bureau commercial. Et c'est avec ça qu'ils entretiennent... Je cite l'initiative de l'un de mes amis, Richard Bilboul, qui vit en Angleterre et qui vit également en France, qui se propose, c'est un spécialiste qui a le matériel, qui se propose de scanner l'ensemble des documents, des archives de la synagogue d'Alexandrie. Il a le matériel de scanner ça bénévolement, il a les finances, de laisser le matériel sur place pour d'autres usages et de remettre, de mettre donc ces archives sur cassette, d'en laisser un exemplaire à la bibliothèque d'Alexandrie, de façon qu'il soit accessible à tout le monde pour le futur. Voilà. Simplement, il rencontre un blocage que vous avez dit sur place pour accéder aux documents. Mais l'initiative est actuelle, elle est gratuite, elle est bénévole, et elle laisse une copie aux archives de bibliothèque de Site. Voilà. Merci. Les différents aspects de la vie des Juifs en Égypte depuis l'Antiquité, même avant jusqu'à ce jour. Ce centre fait appel, et j'attire votre attention, M. Colombo, ce centre essaye de recueillir auprès de tous les Juifs d'Égypte partout dans le monde, tout ce dont ils peuvent disposer comme documents, photos, lettres, livres, souvenirs, pour essayer de faire une sorte de banque de souvenirs des Juifs d'Égypte. Et si vous voulez, vous en êtes embarrassé, vous voulez vous débarrasser, adressez-vous à la CFPGE qui vous transmettra pour ceci. Et en plus, ce centre a déjà financé 4 ou 5 chaires d'études sur les problèmes spécifiques de la vie des Juifs, de l'histoire des Juifs en Égypte. Et ces chaires sont financées par des donations et sont faites dans l'université de Tel Aviv. Et si personne n'est intéressé pour perpétuer le souvenir d'un être qui lui est cher et qu'elle est prête à financer une de ces chaires, on donnera le nom de cette bourse, à cette bourse le nom de cette personne qui lui est chère, et elle pourra financer une étude particulière par des étudiants de l'université de Tel Aviv. Merci. Bon, nous allons terminer. Simplement, ce que vient de dire Albert est très intéressant. J'ai eu l'occasion de connaître le docteur Schlossberg, qui m'a fait une forte impression. Et non, ce n'est pas seulement une banque de souvenirs de souvenirs ou d'événements qui sont personnalisés, c'est aussi l'objet de thèses que des étudiants israéliens font sur un sujet qu'on leur confie, moyennant une petite mise de fonds de 1 000 ou 2 000 $, de façon à pouvoir alimenter leur frais généraux. C'est comme une espèce de service que je pourrais rendre à la communauté par rapport à tout ce que la communauté égyptienne m'a apporté durant mon enfance. Et je la remercie. Bravo. Et donc je tiens énormément à vous pour qu'on essaye de construire sur ce site un tas de choses, notamment parce que bon, l'Internet va nous permettre de regrouper et de diffuser un tas d'images. Les images, c'est ce qui parle le plus, généralement aux gens. Hein. Bon, j'ai voulu faire une banque de données, par thème évidemment, qui va permettre de regrouper des photos de rue. On va en voir quelques-unes, hein. Des photos de monuments, des photos de rue, des photos de la communauté, mais aussi des photos de famille. C'est là-dessus où je tiens plus particulièrement, où j'aimerais le plus enrichir ce site. Je demande une minute d'attention. Sinon, l'idée est Madame Hélène Cohen, pardon, vont offrir avec beaucoup de gentillesse un petit souvenir à Alec, en remerciement de sa prestation de aujourd'hui ici, c'est aussi grâce à Jacques Assoum. Il faut un petit peu évoquer son souvenir. Et ce livre que nous offrons à Alec Nakamouli, ça a été quand même à l'initiative de Jacques. Bravo. À son travail. Vous êtes invités à prendre le verre de l'amitié.